Dernière ligne droite. On sait toujours que les derniers kilomètres sont les plus durs et donc ça va être le cas. On va parler de la machine spéciale. On va un peu changer de sujet. Quoique de la visio à la machine spéciale, il n'y a qu'un petit pas ou un grand pas, je ne sais pas. En tout cas, nos spécialistes de la machine spéciale pourront nous le dire. Mais donc on va terminer cette journée autour de cette idée de la machine spéciale qui suscite beaucoup de questions, beaucoup de discussions. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent au sujet, notamment au niveau de la directive machine spéciale. J'entends beaucoup parler de directive machine spéciale. Et là, on aura la chance d'avoir quelqu'un qui pourra nous expliquer ce qui nous attend. Ouais. Donc voilà, autour de la machine spéciale. On parlera aussi éco-conception, on parlera un petit peu, on fera un peu cet échange. Donc vous avez compris, il n'y a pas de PowerPoint, rien. On finit la journée un peu de manière sympathique. Une discussion, différents regards, des échanges autour de cette idée de machine spéciale en essayant d'aborder effectivement les sujets d'actualité, réglementation, éco-conception, conception et cybersécurité parce que c'est aussi un sujet important. Donc je vais laisser nos intervenants déjà se présenter puis expliquer un peu leurs différents organismes et ce qu'ils font, ce qui permettra effectivement de dresser un premier regard sur ce sujet-là. La parole à... Ah oui, bien sûr. Non. Oui, c'est bon. Bonjour à tous, donc Julie Pelletier, moi je fais partie de Socotec Équipement et je suis directrice d'agence de l'agence Expertise Technique Grand Est. Donc on s'occupe de tout ce qui va être l'assistance technique, de la conception à on va dire à la réception d'un équipement de travail, donc machine, équipement de travail, assistance technique électrique, etc. Donc voilà, plutôt spécialisée dans la partie réglementaire. Ensuite, on va commencer par les plus anciens. Merci. Merci. À toi, Vincent. La couleur n'a rien à voir. Au hasard. Bonsoir, Vincent Minery. Donc, moi, je m'occupe dans le groupe R&D Technologie de la partie intelligence collective et de tout ce qui est innovation. C'est-à-dire que, on en parlera après, j'ai été intégré dans le groupe parce que je connais le groupe depuis une vingtaine d'années. C'est un spécialiste de la machine spéciale, des équipements de moyenne et moyenne grande série. Et j'ai travaillé avec eux et on s'est rendu compte à un moment donné qu'il était peut-être intéressant de mettre tout ce qui était innovation en amont. Et pourquoi pas d'aller plus loin que simplement que de répondre à un cahier des charges et de monter un cahier des charges sur des problématiques de machines spéciales. Et peut-être, pourquoi pas, d'essayer de concevoir avec le client une réponse un peu différente. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est ce qu'on appelle l'innovation, le design thinking. Et en l'état, c'est moi qui m'y colle un petit peu dans le groupe. Et je suis le petit pousset en amont de la démarche en fait, de conception de machines spéciales et de développement d'équipements. Et mon patron, c'est Jean-Luc. Donc il faut effectivement donner la parole au patron. Petit. Ouais. Bonjour à tous, donc Jean-Luc Rosaire, je suis un des frères dirigeants du groupe R&D Technologie. Donc ça va déjà brosser un tout petit peu le tableau, mais effectivement nous sommes concepteurs et fabricants d'équipements de production pour l'industrie, donc que ce soit machines spéciales ou robotique ou machines flexibles, etc. Donc aujourd'hui, le groupe, c'est 5 entités, 2 en Alsace, 2 en Auvergne-Rhône-Alpes et puis une entité près d'Orléans pour à peu près 95 personnes. Voilà. Et donc, je m'occupe tout particulièrement de tout ce qui est avant-vente, donc partie technico-co, mais également du conseil en industrialisation et ce genre de choses. Voilà. Merci. Et donc la parole est à Grégory. Bonsoir, Grégory Buchheitz. Je suis ingénieur en automatique, passionné par les enjeux, les challenges du numérique. J'ai commencé ma carrière dans l'enseignement supérieur à la recherche, où j'ai pu contribuer à des travaux de recherche, des missions de conseil, d'expertise, de formation autour des sujets de l'automatique, l'informatique industrielle et la sûreté de fonctionnement. J'ai rejoint il y a quelques années l'industrie pour accompagner SMS Automatisme, l'entreprise que je représente, et nos clients dans la transition vers l'usine du futur. Je suis aujourd'hui le responsable du département d'innovation et de développement
et également le référent pour l'industrie du futur. J'assure notamment la veille technologique, la diffusion d'informations, la participation à ce genre d'événements, avec des webinaires, des choses comme ceci, l'interaction avec l'écosystème académique, institutionnel, etc. Et également la création de preuves de concept, notamment autour de la robotique mobile et de l'informatique au sens le plus large. CMS Automatisme, c'est un groupe familial, une PME indépendante, dont mon père et mon oncle ont créé l'entreprise il y a plus de 38 ans. Donc, je fais partie de la deuxième génération à intégrer l'entreprise, spécialisée un peu à l'instar de R&D, dans la conception-fabrication de solutions automatisées, robotisées, informatisées, qui répondent aux besoins et aux enjeux de l'industrie, tout type de secteur d'activité confondus. Nous avons également une activité de sous-traitance mécanique, donc nous sommes capables de répondre à des besoins ponctuels de petites séries à moyennes séries, sur de l'usinage notamment. Et 2 sites, un site en Moselle, donc près de Bitsch, à la frontière avec l'Allemagne, qui est un de nos partenaires principaux, notamment à l'export. Nous sommes une centaine d'employés, 102 employés sur site à Choyenne. Et l'entreprise FI dans la Creuse, qui est un chaudronnier qui fabrique et conçoit des systèmes d'amenage, notamment des bols vibrants et des tables vibrantes. Donc il y a une quinzaine de personnes. Voilà. Merci Grégory. Donc première question, assez généraliste que je vous pose. On parle beaucoup de choses autour de la manche spéciale. Vous, comment vous voyez ça au niveau de vos activités? Que ça soit au niveau des concepteurs ou voire même de la réglementation ou intervention auprès des concepteurs. Comment vous analysez actuellement le besoin, ou en tout cas les besoins des industriels ou des usagers en matière de machines spéciales? Est-ce que vous avez une réponse à donner? C'est très large, c'est très open comme question, mais justement c'est pour un peu... après on va aller... Oui Vincent, on a toute la nuit pour répondre si tu veux. Alors, qui se lance? Qui peut un peu aborder ce regard-là, un petit peu l'analyse des besoins actuels par rapport à vos clients? Comment vous jugez ça? Alors, je vais me lancer. Point de vue, alors qui est plutôt personnel, je trouve que la machine spéciale en elle-même, elle répond déjà aux problématiques de tout ce qui n'est pas sur étagère. Voilà. Tout ce qu'un client potentiel va essayer de chercher au catalogue d'un fournisseur, s'il ne le trouve pas, la machine spéciale va pouvoir y répondre. Donc c'est un terme un peu fourre-tout, où on trouve de l'îlot de production, de la ligne de production, mais qui est conçu et créé à façon. Et je pense que c'est nécessaire et très important dans l'écosystème industriel, notamment pour ne pas être tributaire d'un fournisseur. Imaginez un monde où il n'y aurait qu'un seul fournisseur de solutions sur étagère, et le monde serait assez restreint, fermé. Donc je trouve plus personnellement que le monde de la machine spéciale, c'est également un cercle vertueux qui va répondre à des besoins du client, donc répondre à un besoin très spécifique pour accroître et favoriser son avance technologique par rapport à d'autres concurrents dans le monde entier, à la fois pour le fournisseur, donc c'est l'obliger à développer des produits de plus en plus innovants et ne pas s'asseoir sur ses lauriers, et l'intégrateur, comme nous par exemple, de trouver les compétences, de gérer de la valeur ajoutée pour toujours pouvoir répondre aux meilleurs besoins au meilleur moment. Très bien. Allez-y. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que d'être chez beaucoup d'industriels, on voit que finalement, la machine spéciale, c'est celle qui marche le mieux, parce que la machine spéciale, elle s'adapte vraiment aux besoins des clients. Une machine sur étagère, elle ne va jamais répondre vraiment à votre besoin. Ce ne sera jamais pour le bon équipement, ce ne sera jamais... Voilà, et une entreprise, pour être innovante, elle a besoin de pouvoir s'adapter rapidement, de pouvoir façonner quelque chose à son image. Et donc la machine spéciale, elle a tout pour répondre à ça, puisqu'on va élaborer un cahier des charges, et avec ça, on va réussir petit à petit à arriver à vraiment la solution idéale, celle qui va permettre d'être le plus compétitif, et donc c'est vraiment très important. Et puis après, c'est aussi pour nous super intéressant, parce que forcément, c'est là qu'on se pose toutes les questions, c'est là qu'on essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, c'est l'avenir en fait, la machine spéciale. D'accord. Et il y a encore beaucoup d'innovation dans la machine spéciale? Il y en a toujours. Ok, je m'y colle. Bon, vous avez un quart d'heure?
Alors moi j'ai un exemple concret, parce que moi je ne suis pas dans la machine spéciale au départ, hein. Ce n'est pas mon métier. Mon métier c'est véritablement l'innovation. Et en fait j'ai un exemple concret d'un client qui avait un besoin spécifique, qui était de dire comment je suis une entreprise dans un groupe international, comment je peux prendre en fait du volume, sachant qu'une des filiales est en Chine. On sait qu'au niveau de la géopolitique, c'est pas super. Et comment est-ce que je peux prendre demain ce marché et me développer? Et on a, avec le groupe R&D Technologies, dans le cadre en fait de nos ateliers d'intelligence collective, on a travaillé sur cette problématique, à savoir comment on peut donner plus de volume et comment on peut être plus opérationnel. Et on a effectivement travaillé sur la définition d'un nouveau process de fabrication, sur une nouvelle ligne, enfin plusieurs nouvelles lignes, pour pouvoir effectivement réduire les coûts. Alors on a quand même des objectifs qui étaient importants, hein. C'était moins 40% en termes de prix, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. On avait également à améliorer les temps de cycle et de passer de 8 jours à une journée. On avait également tout ce qui était augmenté, en fait les volumes, pouvoir les digérer et les prendre en compte. Et tout ça a été possible dans le cadre d'ateliers d'intelligence collective où on a travaillé pendant 2 jours avec eux sur les moyens de pouvoir produire plus, moins cher et mieux. Donc c'était un petit peu le plus de la machine spéciale, le cœur qui permettait en fait de redonner ce battement nécessaire à l'entreprise. Ce travail d'intelligence collective a permis de quelque part d'alimenter le cahier des charges, c'est ça, ou d'affiner le cahier des charges? Plus loin, en fait, on crée ce qu'on appelle un cahier d'intention. On se décale par rapport à un cahier des charges traditionnel et on crée une intention qui n'est pas forcément dans la ligne de ce qu'on aurait pu imaginer initialement. Sachant que ce qui est important, c'est l'ambition et l'objectif final. Donc à savoir développer plus de volume, moins cher et plus rapidement. D'accord. Complément? Oui, moi peut-être juste sur l'évolution des besoins ou des tendances chez les clients. On remarque quand même que les décisions en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué à prendre pour les clients. Donc du coup, dû à l'incertitude géopolitique, économique, etc. Donc ce qui fait qu'on rencontre bien souvent des clients qui essayent de se débrouiller avec 3 bouts de ficelle. Et généralement, ils viennent nous voir, je ne sais pas si vous avez le même sentiment, ils viennent nous voir quand ils ont vraiment plus le choix, et souvent un peu tard, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une petite tendance qu'on remarque depuis quelques années. Il y a une tendance aussi chez les clients de chercher alors la machine spé toujours, mais avec de la flexibilité et de l'évolutivité. La modularité. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas forcément il y a 20 ans. Et puis, alors je ne sais pas si c'est dans le sujet ou si c'est hors sujet, mais j'en profite, enfin si dans la salle, il y a des gens qui veulent acheter de la machine, une tendance plutôt négative qu'on remarque chez nous, c'est on voit arriver des cahiers des charges qui ne sont pas forcément super bien ficelés, voire pas de cahier des charges du tout. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une tendance de fond qu'on remarque, et si la demande, le besoin est mal exprimé, la réponse en machine spé qui suit, ça va être compliqué de la mettre en œuvre, de la proposer, et bien souvent ça va être plus cher parce qu'il y a une notion de risque qui intervient quand on n'arrive pas à maîtriser la globalité du besoin. Donc là, un premier petit conseil, si pour des gens qui veulent acheter de la machine spé, il faut s'y prendre assez tôt, pas en dernière minute, et laisser une semaine aux fabricants de machines spé pour faire un prix. Et surtout, il faut bien ficeler le besoin, les cahiers des charges, quoi. Alors, ouais, et en fait, toute la problématique de fond de la machine spé, c'est que ça reste potentiellement toujours des prototypes. Du coup, il y a une prise de risque de la part à la fois du concepteur-fabricant d'intégrer des solutions pour qu'au final, ça réponde potentiellement le mieux possible aux besoins du client. Encore faut-il que le besoin du client soit clairement explicité. Et il y a des illustrations qui donnent des clients qui voudraient, on trouve ça sur Internet, une balançoire, et il exprime un besoin, et du coup le concepteur part dans des considérations, il faudrait couper la branche, scier l'arbre, etc. Alors qu'un simple pneu sur une corde suffirait à répondre aux besoins. Donc en fait, la
transmettre des informations d'exigence, c'est tout un métier. Et dans la machine spé, souvent, c'est au détriment soit des délais qui peuvent être plus longs, des coûts qui peuvent être plus grands. Et j'écoutais tout à l'heure la conférence. Il n'y a plus de micro, il n'y a plus de pile. J'ai plus le droit de parler. La conférence sur la vision et du coup les algorithmes d'intelligence artificielle, alors qui est censé répondre aux besoins, à tous les besoins de vision, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Donc le client, par exemple, qui vient avec une problématique, qui veut faire une inspection de ce gobelet, si le gobelet n'a pas toujours le même aspect, comment entraîner un modèle alors que dès le départ, le client n'a pas forcément encore les produits parce qu'il veut les concevoir. Donc il y a toute cette phase-là également dans le suivi du projet avec le client, de l'idée, comme vous le disiez au départ, l'idée d'une certaine réponse à donner au niveau machine spéciale, et à la fin, faire tous les efforts nécessaires pour vraiment répondre le plus précisément à l'évolution du produit. Et ça, c'est tout un challenge, et il n'y a que dans la machine spéciale qu'on est capable de réaliser cela. Et étant bien entendu que ce dont je parle, les use cases, très particuliers avec des clients qui sont bienveillants, qui ont envie d'avancer, qui recherchent une dimension supérieure, c'est 5% des cas. Hein. Et encore, je ne suis pas certain qu'on atteigne les 5%. Et il demeure effectivement le quotidien, le cahier des charges, et comme le disait Jean-Luc, ou comme tu le disais, des cahiers des charges plus lourds et des systèmes beaucoup plus complexes. Ok, merci. Ok, donc effectivement, on parle d'exigence, on parle de cahier des charges, de spécifications, et je vais tout de suite attaquer par quelque chose de très violent. On va parler de réglementaire, puisque quelque part, le principe d'une réglementation, c'est de cadrer les choses. Voilà, il a tout de suite compris à qui passer le micro. On parle beaucoup de directive machine. C'est vrai que c'est super, une directive machine. Ça donne le cadre, les exigences nécessaires à la conception dans le bon sens de machines spéciales. Vous allez peut-être nous éclairer sur ce qui est en train de se passer. Donc oui, effectivement, donc aujourd'hui on a la directive machine, la directive 2006/42/CE qui s'applique encore actuellement sur nos équipements, mais on commence à parler, vous avez peut-être dû entendre, de règlement machine. Donc voilà, il y a un règlement machine qui est paru il y a quelques mois et qui sera applicable en janvier 2027. Et donc là forcément, il va y avoir des nouveautés qui vont être prises en compte. Et donc tout l'intérêt, c'est tout l'enjeu, c'est de se dire comment on va faire pour prendre en compte toutes ces nouveautés entre guillemets réglementaires et comment on va pouvoir les appliquer. Donc après, il y a des choses qui sont vraiment pour les constructeurs, comme c'est le cas, puisqu'à la base, une directive ou une réglementation, elle est faite principalement pour la mise sur le marché dans l'Union européenne. Donc elle est faite plutôt pour les constructeurs. Et là, en même temps, on nous rajoute aussi des petites couches sur la partie utilisateur avec cette notion de modification substantielle sur les machines existantes. Donc ça va faire beaucoup de travail, entre guillemets, mais c'est passionnant et on va s'y mettre. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir ? Vous pouvez peut-être nous expliquer ? Alors, sur la partie, on va dire, constructeur, ça ne va pas forcément être une révolution sur la façon de concevoir un équipement. De toute façon, une directive ou un règlement, c'est la même finalité, c'est avoir des exigences essentielles pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le but, c'est grosso modo qu'il n'y ait pas d'accident quand on utilise une machine. Donc ça reste le même principe. Et pour les constructeurs, là où on va vraiment avoir des modifications, ça va être sur toute cette notion de cybersécurité, de logiciel auto-évolutif. En gros, prendre en compte l'état de la technique, où on n'est plus sur de la machine, on va dire, mécanique, ou sur de l'électronique simple, et d'arriver à gérer tous ces systèmes de contrôle-commande qu'on ne maîtrise pas forcément, quoi. Donc après, vous aurez peut-être plus de choses à raconter sur ces domaines-là, puisque c'est peut-être plus votre cœur de métier. Donc c'est principalement là-dessus. On va aussi avoir des choses sur la mobilité, parce que c'est pareil, on voit, même sur le salon, on voit de plus en plus d'AMR qui se promènent un peu partout. Donc ça, c'est pareil, il va y avoir un peu plus d'exigences pour cadrer tout ça, puisque ça pousse comme des champignons dans les entreprises, mais c'est derrière, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est les gros changements pour les constructeurs. Après, c'est aussi tout ce qui est dématérialisation. On va plus, les notices papier, tout ça, on va dire que c'est un peu dépassé et que maintenant, on va plutôt se faire du dématérialisé. Mais voilà, la plus grosse, on va dire, nouveauté dans ce règlement, c'est vraiment pour les utilisateurs qui vont modifier des équipements. Alors, on parle de machine spéciale. Alors oui, la machine spéciale en conception, on va dire, c'est pas qu'on maîtrise, mais on peut faire ce qu'on veut puisqu'on est en conception.
Par contre, quand on est, voilà, aujourd'hui, j'ai un équipement de travail, mais je voudrais ajouter une nouvelle fonction, mais je voudrais un peu modifier les choses. Et souvent, en fait, quand on fait appel à des constructeurs de machines spéciales ou à des bureaux d'études, c'est pour dire, voilà, je veux ajouter cette fonction-là, comment je peux faire ? Et là, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on va être amené à faire en sorte que la modification qu'on effectue sera quasiment considérée comme du neuf. Et donc, il y aura cette notion de marquage CE sur la partie modifiée. Donc, très, très lourd. Et surtout, les responsabilités ne seront plus du tout les mêmes. Jusqu'à maintenant, l'utilisateur, tout ce qu'il avait, c'était à mettre à disposition de ses salariés des équipements conformes. Demain, il devient aussi responsable de la conception, de la modification de sa machine. L'utilisateur aussi, et pas que le concepteur. Et pas que le concepteur. Donc une grosse révolution pour vraiment les utilisateurs. Donc on attend bien sûr les guides pratiques qui vont nous dire comment on va mettre ça en œuvre, parce que c'est un peu se tirer une balle pour l'industrie européenne. Faut pas se... Donc voilà, beaucoup de choses en attente. Et question par rapport à ça, donc est-ce que vous avez une idée de la manière dont tout ça va être contrôlé, en tout cas évalué ou notifié Non, c'est justement ça le gros problème, c'est que déjà les pays européens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Parce que nous, en France, on dit c'est pas possible, ça, on peut pas le considérer comme une modification. Vous avez vu la lourdeur des choses. En France, on a quand même un parc industriel qui est assez vieillissant. Donc des modifications, il y en a tout le temps. Et si à chaque fois, il faut faire tout un dossier technique pour une modification, ça va devenir très très lourd, très très coûteux. Et donc, est-ce que l'industrie française va résister à ça ? Ça va être compliqué. Donc on espère qu'ils vont adoucir un petit peu les lignes et nous donner des guides d'interprétation pour calmer un peu tout ça. D'accord. Alors, face à ça, je vais donner la parole à 2 fabricants de machines spéciales qui vont pouvoir réagir à chaud devant cette annonce-là. Oui, alors, c'est vrai que quand on prend l'esprit de la directive, de se dire, OK, on va harmoniser tout ça au niveau Europe, ça paraît plutôt positif. Donc, de prime abord, il n'y a pas de levée de bouclier côté constructeur de machines. Maintenant, reste à voir comment tout ça va s'appliquer. Donc on reste quand même un petit peu encore dans le doute. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne révolutionne pas notre manière de travailler. Mais je tenais à le souligner aussi, là où il va rester un gros doute, c'est sur les rétrofits machines. Non, alors déjà aujourd'hui, quand quelqu'un vient nous voir en nous demandant de rétrofiter une machine qui n'a pas été faite par nous, il faut déjà se forcer pour y aller. Je ne sais pas pour vous, mais c'est pas évident. Voilà. Qui prend la responsabilité du fonctionnement déjà ? Et alors si en plus se pose cette question de responsabilité, sécurité, de tout le reste, de choses que vous n'avez même pas conçues et mis en œuvre, ça va pas aider en tout cas. Voilà. Alors, je rebondis juste sur... même si c'est nous-mêmes qui rétrofitons des machines de notre parc, si c'était des machines il y a 30 ans, voilà, les technologies ont évolué, les personnes ont évolué, donc déjà, rien que ça, c'est déjà un gros challenge. Mais d'une manière plus globale, je trouve que les directives, les normes, c'est l'état de l'art. Il suffit de s'appuyer dessus pour faire les choses relativement correctement. Donc, c'est pas une rupture franche. La directive machine, c'est déjà c'est la 3e mouture maintenant, ce règlement. Donc on évolue progressivement. Donc il y a des choses qui changent, effectivement. Dans le monde de la machine spéciale, on évolue. De gré ou de force, souvent de gré, parce que intégrer des innovations, ça fait partie du métier, parce que le client le veut ou parce que sur le marché, il n'y a pas d'autre solution. Donc le fournisseur nous fournit la seule chose qu'il y a, c'est des choses innovantes. Donc à nous de nous débrouiller pour pouvoir les intégrer. Donc l'aspect normatif, il va de pair avec l'innovation. C'est comment être sûr que ce que je vais intégrer, ça peut répondre déjà aux besoins du client, mais de manière sûre. Voilà. Alors, c'est compatible avec une démarche d'innovation. La réglementation n'est pas un frein à l'innovation, alors. Non, justement, le but, de toute façon, quand on conçoit une machine, c'est d'assurer la meilleure disponibilité de l'équipement tout en assurant la sécurité. Il faut arriver à faire le mixte parfait, entre guillemets, pour que tout le monde y trouve son compte. Faire une machine géniale, mais qui est très dangereuse, c'est pas terrible. Et puis inversement, moi, une machine qui marche pas, c'est une machine où il n'y aura pas d'accident, mais ça sert à rien. Donc, il faut réussir vraiment à prendre le meilleur, entre guillemets, de chacun pour faire le bon compromis, entre guillemets. Et puis non, l'innovation est là justement pour nous apporter des nouvelles solutions et puis faire avancer tout ça ensemble, quoi. D'accord. Il y a des fabricants de machines spéciales ici ?
des usagers, des utilisateurs de machines? Utilisateurs de machines, vous êtes? Costral, vous êtes fabricant de machines. Vous connaissiez cette directive, pardon? Cette évolution de directive, vous connaissiez? Pardon? D'accord. Alors donc vous connaissez alors très bien. Non, s'il y a des questions, vous pouvez, n'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'on parle très peu de ce, en tout cas moi, en regardant un petit peu, en faisant des salons, cette notion d'évolution de la directive, on n'en parle encore pas beaucoup. C'est pour quand? Janvier 2027. Autant dire demain. D'accord. Presque demain. Et alors, par rapport à cette réglementation ou cette directive, nouvelle approche, on peut appeler ça comme ça, non? Ça s'appelle un règlement maintenant. Par rapport à ce règlement, il y a aussi une tendance, on parle beaucoup d'éco-conception. Alors, règlement, éco-conception, est-ce que c'est compatible ou pas? Puisque on parle RSE, il y a beaucoup d'actions qui tournent autour de l'éco-conception. Est-ce que la notion d'éco-conception est compatible avec la conception d'une machine spéciale, ou comment on peut intégrer l'éco-conception dans la conception de la machine spéciale? Est-ce que ça a un sens? Et puis, est-ce que ça a un sens par rapport effectivement à cette évolution réglementaire? Moi, j'ai toujours un petit peu du mal avec cette notion d'éco-conception. Ou d'impact environnemental. Oui, je trouve que c'est très large. Alors, bien sûr qu'on peut faire des choses au niveau machine qui vont dans cette direction-là. Après, je dirais par principe, une machine, c'est démontable, on peut retrier les composants. C'est un petit peu plus facile, je dirais, sur une machine que sur un produit. Je pense que pour un client, il va y avoir plus d'impact sur l'éco-conception de son produit que sur la machine de fabrication qu'il va acheter. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est réduction des consommations. Alors déjà, pour pouvoir réduire les consommations, il faut déjà les monitorer pour commencer. Donc ça, effectivement, c'est le genre de choses qu'on fait, qu'on ne faisait peut-être pas forcément il y a 10 ou 15 ans, quoi. Après, aujourd'hui, je dirais l'éco-conception... je vais donner un exemple. Il y a quelques années, pour un client... on devait fabriquer des coupons dans des laises, voilà. Et donc le client les faisait en ligne et on lui a proposé de les faire en quinconce. Donc il aura beaucoup moins de pertes produits. Donc il y a 15 ans, on disait c'est du bon sens. Aujourd'hui, on dirait c'est de l'éco-conception. Voilà. Donc c'est bien, mais faut faire un tout petit peu... attention aussi à ces mots qui veulent qu'on gonfle un petit peu comme un ballon de baudruche, quoi. Ouais. Alors, mais est-ce que ça fait partie des demandes de vos clients, justement, cet impact environnemental est-ce que c'est intégré dans les cahiers des charges? De plus en plus, en fait, les gens demandent justement, par exemple, qu'on n'aille pas utiliser des matériaux qui viennent de je ne sais où, etc. Donc, comme les entreprises ont à faire leur RSE, ils essayent d'avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire, je ne sais pas comment dire, mais propre en soi. Moi, je trouve ce qui est chouette, c'est qu'on a quand même beaucoup de constructeurs de machines spéciales, de bureaux d'études. Enfin, on a l'impression que les gens achètent leurs machines à l'étranger, en Chine ou je ne sais quoi. C'était le cas il y a quelques années, ça l'est beaucoup moins maintenant. Parce qu'on se rend compte que justement, tout ce contexte aussi réglementaire, qui fait qu'on a quand même cette protection au niveau européen, fait qu'on va quand même prioriser maintenant, je pense, le local. Un peu plus, mais parce qu'on voit ce qui arrive de l'étranger, souvent c'est pas bon du tout. C'est pas parce qu'on a mis un marquage CE dessus que d'un coup, youpla boum, tralala, c'est bon, c'est facile d'apposer un marquage CE, mais c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc, aujourd'hui, les fabricants de chez nous, de l'Europe de façon générale, sont quand même beaucoup plus au fait de la réglementation, de ce qu'il faut faire, et donc font souvent de base quelque chose de plus correct. Donc la machine coûte peut-être plus cher au départ, mais la machine est bonne. Si on l'importe, oui, elle coûte pas cher, mais après, il y a tellement de choses à faire dessus qu'au final, elle aura coûté 2 fois plus cher. Donc, je trouve que depuis quelques années, il y a un peu moins ce côté acheteur où on est vraiment à acheter au moins cher et puis après, on verra. Et puis, voilà, parce qu'ils se sont rendus compte que derrière, le coût était tellement important que, voilà, on essaye de faire quand même travailler le local. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui plutôt locales, quoi. En tout cas,
au maximum européenne. On a moins de choses comme ça qui viennent de l'étranger qu'il y a quelques années. Je pense que ça dépend vraiment du domaine. Oui, non, mais bien sûr. Entre le médical et l'automobile, ça ne sera pas totalement la même politique. C'est tout à fait ça. Et puis après, il y a aussi que l'état de la technologie, les innovations qu'on fait font qu'on a quand même beaucoup de choses qui nous permettent de réduire les consommations en termes énergie, électricité, gaz, etc. Donc on arrive à trouver des solutions alternatives qui font que, alors je ne sais pas si on appelle ça éco-conception ou pas, mais souvent quand... pas dans tous les secteurs, encore une fois, mais les gens ont tendance à vouloir changer leur parc et faire évoluer leur parc pour justement faire des économies d'énergie en fait, sur leur usine, quoi. Alors on parle d'économie d'énergie. Vincent, quand tu fais des démarches de design thinking et autres, on reviendra à Grégory, de design thinking et autres, est-ce que cette idée d'impact environnemental, ça fait aussi partie des... C'est une composante qui est intégrée, C'est oui. une composante qui est Mais comme disait un peu Jean-Luc, c'est naturel, c'est évident, c'est du bon sens paysan. On ne dit pas lors de l'édition du cahier d'intention, voilà, on va mettre en place une démarche d'éco-conception. On va effectivement s'attacher à rendre un certain nombre de services ou d'économies, et ça rentre effectivement dans le cahier d'intention. Mais bien évidemment, on va essayer de réduire les consommations, on va essayer de gagner en fait en gage, on va essayer d'économiser, on va essayer d'être aussi dans le prédictif, de manière à ne pas changer non plus des équipements ou des accessoires qui ne le devraient pas, simplement pour une meilleure performance apparemment. C'est quelque chose qu'on intègre, forcément, oui. Mais il y a aussi dans le cadre du plan relance, il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu des subventions pour justement faire évoluer leur matériel, pour justement prendre en compte ce type-là. Donc forcément, s'ils ne le mettent pas dans leur cahier des charges, les subventions, ils ne les ont pas. Donc il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Alors quand il y a de l'argent, effectivement. Alors, plus personnellement, je trouve qu'il y a une tendance, en tout cas ces dernières années, qui se dégage, c'est que on parle d'économie d'énergie, ou alors réduire l'énergie, mais en fait pas pour la réduire, pour être au même niveau constant et du coup augmenter le nombre de composants. Donc il y a une intensification du nombre de composants aujourd'hui dans les installations. Alors c'est peut-être, on partagera peut-être mon avis, mais on rajoute de plus en plus d'équipements électroniques, embarqués, de la robotique, etc., qui vont peut-être consommer moins, mais on en rajoute plus. Du coup, on ne gagne pas forcément. Et du coup, cette course vers l'intégration souvent plus d'équipements électroniques qui ne sont pas toujours tous réutilisables, ils ont des durées de vie, ils tombent en panne, etc. Ça va peut-être pas toujours de pair avec la notion ni d'éco-conception, ni d'économie d'énergie. Là où je rejoins également, c'est sur le côté, on parlait de maintenance prévisionnelle, en fait, c'est de concevoir des systèmes qui sont le plus résilients, robustes possible, et d'avoir une idée également de pousser le plus en avant possible l'utilisation des ressources qui sont intégrées, notamment la motorisation, les composants, les manipulateurs, etc. Donc avec la maintenance prévisionnelle, des algorithmes d'intelligence artificielle, on est capable d'optimiser en fait, les coûts qui ont été générés pour répondre aux besoins. Mais ça nécessite des capteurs. Je rajoute des capteurs, je rajoute de la consommation, alors je rajoute de la complexité à maintenir, etc. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui est vraiment bien, qu'est-ce qui est moins bien. Du coup, on va parler également de frugalité, de low-tech. Donc c'est plutôt la marche arrière, se dire le bon sens paysan. Peut-être qu'à la place d'intégrer un robot polyarticulé qui effectivement sait faire plein de choses de manière robuste, répétitive, etc., qui tombe peu malade, qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mettre un manipulateur qui est peut-être plus simple, du coup retomber dans des considérations plus mécaniques, de bon sens, pragmatisme, c'est également peut-être aujourd'hui le challenge. Donc c'est pas de ne pas aussi facilement partir du côté du monde du numérique, l'intégration de solutions vraiment qui sont tout à fait intéressantes, mais réfléchir également à redévelopper des concepts mécaniques qui soient peut-être également plus fiables. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et après, d'un point de vue recyclage aussi, parce qu'une came mécanique, pour la recycler, ça part dans le bac à ferraille. Par contre, tout ce qui est électronique, c'est un peu plus compliqué, quoi. Bien, donc effectivement ce travail, ou en tout cas c'est ce que je retiens, c'est que le risque d'intérêt de l'éco-conception, en tout cas de prendre en compte l'empreinte environnementale, il y a un risque de voir augmenter le nombre
de composants ou d'équipements au détriment de ce qui est recherché. Donc il y a un équilibre à trouver entre l'impact environnemental, la réglementation, en tout cas toute la réglementation, les usages, de manière à pouvoir concevoir une machine simple, efficace et de bon sens. Et qui réponde quelque part à l'usage qui lui est demandé. Ça, c'est un point important. Alors, dans tout ça, vient encore se greffer un autre élément. Vous l'avez dit, hein, la cybersécurité. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez arriver au niveau de Socotec, un petit peu des questions de la part de fabricants de matchs spéciales, la notion de cybersécurité, ou pour l'instant, c'est le truc qu'on essaie un peu de cacher sous le tapis, ou on n'en parle pas du tout? Alors pour l'instant, on n'en parle pas du tout. Enfin, les clients, en tout cas, n'en parlent pas du tout. Après, par contre, c'est nous qui commençons à leur en parler, puisque justement, comme ça apparaît dans le nouveau règlement, il va falloir petit à petit voir comment ça va être mis en œuvre. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de réponses là-dessus, hein, comme les guides d'application ne sont pas sortis. Est-ce qu'on va rester sur de la malveillance, mais localisée? Est-ce que ça va être quelque chose de plus gros? C'est vrai que toutes les entreprises, par exemple, une entreprise Céveso ou des choses comme ça, eux ont déjà des choses mises en place, mais au niveau d'un site. Par contre, de l'appliquer sur une machine, voilà, c'est comment ça va se faire et surtout dans quel sens, parce qu'une ligne de production, ça peut encore s'entendre, mais sur des machines individuelles, c'est un peu encore le flou artistique et pour l'instant, les clients ne s'y intéressent pas beaucoup. En tant que fabricant de match spécial, c'est des questions qu'on vous pose, c'est des points qui sont abordés dans les cahiers des charges de la cybersécurité. Bon, lui, je sais, il va répondre 62 443. Hein, mais oui. Chez R&D, je te passerai la parole après. Oui, ça vient tout doucement, on va dire. Ouais. Après, je pense qu'il y a vraiment encore de l'information à faire là-dessus, parce que beaucoup d'industriels ne sont pas forcément conscients du risque. Et en fait, c'est deux métiers différents, hein. L'IT et l'OT, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes formations, c'est pas les mêmes objectifs, et ces deux mondes doivent commencer à discuter ensemble, converger. On parle de la converger, convergence. oui, on peut dire ça. On parle de la convergence IT-OT, oui. Exactement. Donc c'est pas forcément évident. Alors moi j'ai une grande chance chez R&D Technologies, c'est que notre responsable automatisme robotique est aussi notre responsable informatique. Donc c'est la même personne qui a les deux casquettes et ça aide. D'accord. Grégory, voilà, je te laisse la parole. Alors, par la force des choses, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont demandées. Souvent par des industriels qui ont été confrontés à des cyberattaques. Et du coup, en catastrophe, ils se mettent à définir des critères d'exigence pour que leur système outil, dans le futur ou actuel, doivent être le moins vulnérable possible. Mais ce n'est pas une démarche proactive. C'est souvent parce qu'ils ont été cyberattaqués. Donc c'est peut-être une problématique. On ne mesure pas l'incidence que ça peut avoir jusqu'au jour où on y est confronté. Du coup, je rebondis effectivement là-dessus. On est au fait de vulnérabilité, on est au fait que ça peut avoir un impact, mais tant que c'est pas chez moi, voilà, on ne met pas forcément tout en œuvre pour passer, enfin en tout cas pour limiter la surface d'attaque. Tu parles de l'IEC 62443, effectivement, il y a des réglementations, mais également il y a du bon sens. Il y a ce qu'on appelle les règles d'hygiène informatique. C'est pas travailler avec les mots de passe administrateurs, gérer les mots de passe qui soient suffisamment sûrs, pas divulguer, faire les mises à jour de logiciels, de matériel. Rien que sur la partie développeur, c'est des choses assez basiques. Ne pas surfer sur des sites dont la source est inconnue, ne pas télécharger des logiciels dont on ne connaît pas la source, etc. Donc il y a des règles de base pour le développeur qui sont à mettre en œuvre, mais qui ne datent pas d'aujourd'hui, c'est de tout temps. Et la frontière entre l'IT et l'OT, elle a tendance aujourd'hui à être relativement imbriquée. Donc déjà au niveau des outils qui sont utilisés par les développeurs d'applicatifs au niveau de l'OT, ils s'appuient sur des logiciels issus aujourd'hui en fait de plus en plus du monde de l'IT. Donc il y a déjà une évolution des métiers. L'automaticien devient par la force des choses un informaticien. Alors industriel certes, mais il s'appuie sur des outils logiciels du monde de l'informatique. Et demain, ce sera encore plus le cas. Donc on va parler vraiment de logiciels
de développement avec des suivis, des plateformes de suivi de code, etc. Et les exigences qui vont être demandées, c'est est-ce que le code que vous avez réalisé, est-ce que vous pouvez me l'auditer et me dire que les librairies qui sont utilisées ou le code que vous avez créé, est-ce qu'il est sûr? Donc aujourd'hui, avec les logiciels applicatifs, je prends notre cas, dans la machine spéciale, on intègre des solutions d'automatisme de grands constructeurs, Siemens, Schneider, Beckhoff, pour ne pas les citer, et ils ont leur outil de développement que eux-mêmes maintiennent, avec des bibliothèques souvent que eux maintiennent. Donc nous, quelque part, on est intégrateur de la solution logicielle. Donc on respecte les préconisations constructeurs sur les règles de bonne pratique, sur le respect du codage, sur les manières d'échanger de l'information entre les équipements. Mais s'il y a des vulnérabilités, donc on peut mettre à jour suivant les procédures de ces fournisseurs, mais c'est peut-être pas suffisant. Et du coup, avec les outils logiciels du monde de l'IT, on va pouvoir passer un step beaucoup plus loin, faire de l'audit de code. Mais ça, c'est un autre métier. Donc le futur, c'est comment est-ce qu'on garantit, comment est-ce qu'on maintient en conditions opérationnelles les installations. Aujourd'hui, je livre une machine avec peut-être aucune vulnérabilité connue. Au moment où je la livre, il va y avoir des vulnérabilités qui vont sortir. Le fournisseur joue le jeu. S'il est suffisamment bien équipé, s'il est plutôt bien doté, il va pouvoir diffuser des informations, notamment à travers des plateformes de CERT, pour diffuser les vulnérabilités et les correctifs qui sont nécessaires. Mais comment est-ce que nous, en tant qu'intégrateur, on va pouvoir les intégrer, avertir le client en disant votre version logicielle, votre version d'applicatif, votre version matérielle que vous avez intégrée, il est potentiellement vulnérable. Et potentiellement, c'est toute la difficulté, c'est quel est le risque et le préjudice. Donc il y a avant tout faire une analyse de risque qui va nous dire, voilà, sur cette installation, sur ce bout de programme ou sur cette fonctionnalité, le risque est mineur. Voilà. Donc il y a un risque qui est généralisé, qui peut être grand, mais on en fait souvent toute une montagne pour parfois moins de préjudice. Et je ferai le parallèle avec la directive machine, notamment, et la sécurité fonctionnelle. Dans les années 90, il y a eu des normes, l'EN 954, qui a été harmonisée pour répondre à des besoins de sécurité machine, avec la directive machine de l'époque, là, 96, 37. Et du coup, c'était les mêmes problématiques. On était, les concepteurs de machines spéciales ont dû faire face à une nouvelle réglementation, et du coup, c'était une rupture franche, c'était vraiment une révolution. Donc il a fallu respecter des standards, réaliser des architectures matérielles. Donc on ne s'intéressait même pas encore à l'aspect logiciel, mais respecter des architectures matérielles pour répondre à un besoin de sécurité fonctionnelle. Ça a dû être une révolution, peut-être même une catastrophe pour les intégrateurs, un casse-tête, pour se dire jusqu'à présent j'ai travaillé d'une certaine manière, du jour au lendemain, je caricature un peu, j'ai dû changer de point de vue. Et aujourd'hui on est face à peu près aux mêmes problématiques. Cybersécurité, c'est un domaine qui était propre à l'IT. L'OT, on voit un petit peu, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail et les challenges sont énormes. Et du coup, pour des intégrateurs qui sont en quête à chaque fois d'innovation, ce sont des super sujets. Non, je voulais juste illustrer un point quand tu disais l'hygiène, le bon sens, etc. C'est vrai qu'il faut que les industriels appliquent aujourd'hui dans l'opérationnel ce qu'ils ont pris l'habitude d'intégrer dans la partie informatique générale. Et juste un petit exemple, j'ai entendu parler l'année dernière d'un cas où un industriel avait une machine vieillissante. Il ne trouvait plus les pièces de rechange et en fait il a acheté une CPU sur le bon coin dans un autre pays, quoi. Donc je vous laisse imaginer ce qui arriva, quoi. Donc c'est le genre de choses, faut faire attention, quoi. Très attention. Après le grand défi, le challenge, c'est admettons qu'il y ait des vulnérabilités sur un système, un automate programmable. Faire des modifications de changement, changer le firmware, ça se fait il y a des tests au préalable, des tests de non-régression qui devraient être faits au préalable, mais pour l'automaticien, excusez-moi, mais il doit un petit peu serrer les fesses. Je change un bout de code qui me dit que mon code applicatif derrière répond toujours aux mêmes exigences que j'ai déjà validées au préalable. Donc maintien en conditions opérationnelles dans le futur, c'est tout un challenge.
et de dire, voilà, on augmente une version. Alors il y a des correctifs, mais chaque correctif ramène son lot de soit de vulnérabilité, soit à la bug, comme on dit. Et du coup, c'est un cercle sans fin. Mais faire des modifications sur la partie OT, quand on peut le faire, c'est très bien. Quand on peut tester au préalable, c'est mieux. Et du coup, le jumeau numérique, potentiellement, aujourd'hui, il a de la place pour pouvoir être exploitable. Alors, vraiment le jumeau numérique, c'est-à-dire l'interaction entre un modèle et son équivalent physique. Donc les deux, quand ils peuvent interagir, ça peut participer à l'amélioration des performances, en tout cas de l'intégration des modifications en termes de cybersécurité. C'est vrai que le vrai problème en matière d'intégration de cyber, c'est la mise en place des mises à jour et le maintien en condition opérationnelle sur des machines, sur des process qui fonctionnent très bien, sur lesquels on ne détecte aucun défaut, en tout cas ça correspond. Et là, l'obligation de faire des mises à jour pour respecter effectivement la gestion des vulnérabilités peut entraîner in fine des problèmes de production. Et c'est un vrai problème. Est-ce que vous avez une idée de ce qui va arriver le 18 octobre ou 26 octobre 2004 ? Je crois que c'est le 26 ou 18. Une mise en application, directive NIS. NIS 2, je ne sais pas si vous connaissez. Qui connaît la NIS 2 ? Vous ne connaissez pas. Directive NIS 2, mise en application 18, je ne sais plus si c'est 18 ou 24 octobre 2004, donc c'est bientôt. Donc c'est l'obligation pour tous les industriels de plus de 50 personnes, plus de 10 millions d'euros, de mettre en place un plan ou en tout cas une stratégie de cybersécurité. J'explique que si c'est pas fait et que on va tout de suite attaquer le côté répressif, si c'est pas fait dans les règles et qu'il y a une fuite de données ou autre, l'entreprise qui l'a pas fait, elle est pénalement responsable. Et la pénalité, c'est en gros, grosso modo, 2,2% du chiffre d'affaires mondial. Donc il y a tout un tas d'obligations derrière cette directive qui est obligatoire, qui va passer. Alors après, c'est pas le 18 octobre, je crois qu'il y a une année et demie pour se mettre en conformité. Mais effectivement, il faut regarder ça de près. Alors, les industriels disent ouais, ça concerne la partie IT. Non, ça ne concerne pas la partie IT, puisqu'en fin de compte, dans cette réglementation, dans ce texte, il y a un petit chapitre qui concerne en fin de compte la gestion des vulnérabilités et la mise à jour des équipements. Et ils ne font pas la distinction entre les équipements IT et les équipements OT. Donc ils sont très malins. Et notamment, il y a toute une chaîne de responsabilité qui est mise en place. Et ça, c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, et en plus ça va de pair avec la partie machine, c'est le Cyber Resilient Act. Il faut savoir que l'Europe a sorti un texte, il a été validé l'année dernière, le CRA. Mais mise en application, on parle de 2027, donc c'est pour ainsi dire demain. C'est-à-dire que tous les équipements, je dis bien tous les équipements, donc tout ce qui compose les machines spéciales, les équipements électroniques embarqués, logiciels, la machine spéciale, doit intégrer un certain nombre d'exigences. Et notamment, une des exigences, c'est le maintien en condition opérationnelle des équipements et gestion des vulnérabilités pendant toute la durée de vie du produit. C'est l'obligation de mettre en place une analyse des risques dès lors que l'on met sur le marché un produit. Risque cyber, et pas risque tout court, on est vraiment sur une démarche de risque cyber. Et il y a la mise en œuvre de normes métiers. Pour l'industrie, il y a une norme 62443, pour l'automobile, la R155, pour les IoT 303 et 145. Il y a toute une panoplie, je ne sais pas si vous êtes au courant, de normes qui sont en train de sortir. Tous les mois, il y a des normes métiers qui sortent avec un certain nombre d'exigences techniques à respecter pour une mise en conformité des équipements. Alors, on n'en est pas là encore, on a un petit peu de temps, mais effectivement, on parle beaucoup de cybersécurité, mais il y a un vrai, il faut vraiment le prendre parce que le législateur est en train, il a ça dans la tête. On en parle beaucoup, de toute façon on a travaillé sur un livre sur le sujet ensemble, on en parle beaucoup dans les milieux européens. En fin de compte, ils veulent harmoniser au niveau européen, alors pas la mise en application des règles, mais surtout les mises en application des sanctions. C'est-à-dire que le législateur actuellement se dit, de toute façon, c'est pas compliqué. Si je veux imposer, que ce soit chez l'équipementier, le fabricant de machines spéciales, le fabricant de composants de machines, si je veux que lui-même il applique les règles de cybersécurité,
c'est pas la loi qui va l'objet, c'est le client. C'est-à-dire qu'il est en train de taper sur les donneurs d'ordre, notamment les gros, qui sont les end-users, en disant si vous ne respectez pas les règles de cybersécurité, c'est vous qui allez être confronté, effectivement, c'est vous, enfin en tout cas les utilisateurs, qui allez en quelque part devoir rendre compte et vous allez être responsable. Ça veut dire que ces industriels-là vont devoir, on les oblige indirectement, à descendre chez leurs sous-traitants, donc chez vous, pour dire, ils vont faire ceinture et bretelles, ils vont dire, bah, ok, moi si je veux garder mon activité et si je veux me protéger de tout risque, eh ben, je vais faire porter cette responsabilité chez le fabricant. Et ça, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Actuellement, quand on discute avec des gens de chez Renault, Exxon et autres, au niveau des services achats, ils sont en train de fermer, de boucler en fin de compte toutes les procédures d'achat en intégrant des règles, des exigences de cybersécurité. C'est une norme qui s'appelle la 62-403-3.6 qui spécifie de manière très claire, je vous conseille de regarder, en fin de compte, comment les services achats, quelles sont les exigences que les services achats doivent mettre dans les conditions de vente pour respecter les règles de cybersécurité. Donc ça, c'est vraiment tout un environnement cyber qui est en train de se mettre en place. Alors, est-ce que ça a du sens ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça va de pair avec effectivement la réglementation machine. C'est-à-dire qu'actuellement, tout le monde est en train de se protéger. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, il y a les assureurs qui, eux, ont calculé en fin de compte ce que ça leur coûterait un arrêt de production. Parce qu'il faut savoir que l'assurance cyber, c'est quelque chose qui devient obligatoire. En tout cas, l'État français a autorisé les assureurs à payer les rançons. Ça commence à coûter très cher. Oui, bien sûr, oui, les assureurs, vous pouvez, sur certains. Alors maintenant, en fin de compte, les assureurs, quand ils ont appris ça, ils ont dit, oh stop, on arrête, on va tout fermer ou on va faire payer très cher. Mais bon, c'est un marché quand même au niveau de l'assurance. Donc les assureurs se disent, ok, mais moi, je n'ai pas envie d'être confronté à ça, donc je vais faire ceinture et bretelles et je vais tout bloquer. Et donc, il y a un vrai enjeu actuellement financier derrière pour pouvoir faire porter sur l'industriel, donc sur le end-user en général, effectivement, le respect des règles de cybersécurité. Alors pour la petite histoire, je ne sais pas si tu l'as vu, le dernier rapport de l'ANSSI indiquait que le marché du ransomware en matière de cybersécurité, c'est 10 fois le marché mondial de la drogue. Donc un très bon conseil, si vous voulez gagner de l'argent, restez chez vous, sur votre canapé, équipez-vous d'un PC. J'ai les adresses si vous voulez avoir des ransomware. Ça, c'est un vrai supermarché. Ça tu sais que c'est enregistré là. Enfin, je dis ça comme ça. Non, voilà, non, mais, mais c'est vrai que ça coûte très cher. Il faut être très vigilant. Il y a plein de directives qui se mettent en place et je crois que pour les fabricants de... Oui, j'aurais pas dû dire ça. J'espère que ça a été coupé. Mais il y a une vraie vigilance à avoir, même pour les fabricants de machines spéciales, justement pour prendre en compte... effectivement ce côté cyber. Et je pense que ça va dans le sens effectivement de la réglementation où il faut l'intégrer. Donc je sais pas. Vos retours comme ça là-dessus, ça fait un peu peur, mais il y a beaucoup de réglementaires là-dessus. C'est bon? Là, j'ai cassé l'ambiance. La guerre est déclarée. Mais non, il faut le voir. Alors après, c'est pas un frein. C'est peut-être une source d'innovation. Ça peut être effectivement un très bon moyen en tant que fabricant de machines, de pouvoir se diversifier, d'innover, de contourner et de trouver des solutions à moindre coût. Peut-être de ne pas faire des machines trop simples, enfin trop complexes, d'aller dans la simplicité, de diminuer le nombre d'équipements. Et surtout de le prévoir en amont de la conception, pas à la fin. Pas de se dire c'est bon, la machine fonctionne comme le veut le client, et d'un coup, ah oui, tiens, il y avait quelque chose sur la cybersécurité, et puis de trouver des moyens peut-être contournés pour faire une preuve potentielle de la non-vulnérabilité, mais de prévoir ça à l'avance. Tout comme l'est la sécurité fonctionnelle. On le prévoit en fait au début de la conception. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Un avis? Rien? On devait terminer à 17h, on termine à 17h. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je pense
à titre personnel, qu'il y a un vrai challenge, un vrai travail à faire autour de la machine spéciale. Il y a encore beaucoup de choses, malgré les côtés cyber, enfin justement en intégrant la cybersécurité, l'éco-conception, le développement durable. Il y a il y a encore beaucoup de challenges à relever. Peut-être pas forcément des verrous technologiques, mais en tout cas une autre manière de concevoir la machine, en intégrant l'innovation, en intégrant l'usage, les méthodes agiles. Il y a plein de choses à faire. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et il y a encore de l'avenir sur ces métiers-là. Vous en pensez quoi? Alors, allez. La parole pour la fin. Ouais. Rien. Non, mais chacun votre tour. Vous pouvez, pour avoir les derniers mots. La technologie évolue, les métiers également. En fait, on parle de cybersécurité. Alors pour ceux qui ont un certain âge, ça peut paraître quelque chose de peut-être très complexe ou peut-être d'insurmontable. Mais les jeunes qui sortent en fait de cursus aujourd'hui, la plupart du temps, ça devient en fait natif et naturel de se pencher sur ces questions. Donc le monde académique va également faire cette transition. Donc ça deviendra plus aussi spécifique que ça. Donc je pense que la cybersécurité, l'éco-conception, l'économie d'énergie, etc., en fait, dans un futur proche, la nouvelle génération va le considérer beaucoup plus facilement que d'autres. Non, moi je dirais simplement en conclusion que dans la machine spé, c'est dans notre ADN d'innover, de s'adapter. Donc voilà, on trouvera des solutions. Il n'y a pas le choix. Donc Bulle Michael, Société Costral. On fabrique des machines qu'on commercialise dans le monde entier. Et dans un souci de SAV, les automates qu'on utilise ont la possibilité de se connecter à un cloud. Vous connaissez peut-être Unitronics comme automate. Et donc, si on veut faire du dépannage à distance, entrer dans l'automate, voir ce qui se passe dans les entrées-sorties pour aider le client à trouver la panne. Si on utilise le cloud du fabricant de l'automate, est-ce que ça nous exonère un peu de toute cette partie cybersécurité, vu qu'on utilise quelque chose qui est du fabricant de l'automate spécifiquement? Alors, je vous pose une question. Avec le PC ou la console de programmation que vous utilisez pour programmer votre automate, vous vous connectez directement à l'automate à travers la passerelle. Comment vous garantissez que l'automate, c'est pas un cheval de Troie qui va pousser en fait des virus, des applicatifs malveillants en fait dans l'automate à travers une passerelle, à travers une plateforme qui est elle totalement sécurisée de bout en bout. Donc en fait toute la question aussi c'est comment je garantis selon l'hygiène informatique que la console de développement elle soit la plus sûre ou en tout cas la moins vulnérable possible. Donc ça n'exonère pas en fait le fournisseur de la plateforme de tout mettre en œuvre pour garantir que les performances en cybersécurité soient respectées. Donc ça, il y a à boire et à manger. J'allais dire, c'est souvent pas parce que c'est les plus gros que c'est les plus sûrs, mais il n'y a pas de règle. Non, mais là, c'est en termes de SAV après, de pouvoir se connecter à distance via ce cloud. Donc ce cloud, il est du fabricant de l'automate. Donc, est-ce que c'est de sa responsabilité de garantir la cybersécurité de notre connexion entre Costral et le client pour faire ce SAV à distance, ou bien nous, on a une part de responsabilité aussi? Est-ce que c'est partagé? Est-ce qu'en utilisant cette façon de faire-là, on est totalement sûr, c'est bon, on peut y aller? En fait, la notion de totalement sûr, tout dépend en fait de ce qu'il faut mettre en œuvre pour réaliser cette opération. S'il faut respecter des critères, s'il y a des paramètres à spécifier, donc il y a une part de responsabilité de l'utilisateur. Le fournisseur pourra dire oui, mais pour se connecter, il fallait faire telle opération, générer tel certificat, tel mot de passe, etc., que vous n'avez peut-être pas fait, et du coup, on pourrait engager une partie de la responsabilité. Par contre, ce qui est intrinsèque à la plateforme, est-ce que la plateforme elle est hébergée dans une zone sécurisée? Est-ce que l'accès se fait par un média sécurisé, etc. Ça relève du fournisseur. Par contre, il y a une part du fabricant de l'automate. Merci. Pas d'autres questions? Est-ce que... Autre chose à dire? Vous avez terminé, Monsieur Minery?
On bosse en permanence sur ces sujets. On est dans une démarche en fait innovante en permanence. Donc, il y a effectivement un certain nombre de sujets qui sont là, bien présents, et on s'y intéresse fortement. Très bien. Point. Ce que je retiens de ce que vous avez dit, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est aussi non seulement la responsabilité du fabricant, mais l'utilisateur dans cette, réglementation sur les machines. Je crois que c'est un gros changement de l'utilisateur. Non, c'était pas ça. Donc c'est une vraie révolution aussi. Et quand on parle de cybersécurité, on voit tout le lien qu'il y a entre cette nouvelle approche et puis effectivement l'utilisateur, que ce soit pas personne, mais l'entreprise aussi en matière de sécurité. Je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, merci. Merci à nos intervenants jusqu'à 17h. C'est beau d'être venus. Et puis, n'hésitez pas. Ils sont encore là 2 minutes. Si vous avez fait un échange de cartes de visite et autres, ils sont là pour ça.